Bonjour Christophe, bonjour messieurs, bonjour à tous, auditeurs, auditrices et les autres aussi. Alors, je vais commencer par un conte, et il aurait pu se passer ce matin. Ce matin, parce que cet homme-là est parti au marché, ou plutôt à la brocante. Et c'est chouette d'aller à la brocante quand il fait beau comme ça, qu'il y a un super soleil avec de la brume qui arrive, et déjà t'as envie d'acheter des trucs parce que t'es joyeux. Et il est arrivé sur cette brocante, et puis il y avait plein de gens installés, bien entendu. Il a regardé comme ça, à droite, à gauche, il a commencé à farfouiller, et puis il a vu des vieilles lampes, des pots, des vases, des cadres, enfin des tas de trucs. Et puis, en s'approchant d'un cadre qui lui a attiré l'œil, parce que ce cadre était fort ciselé, il y avait des dorures, il y avait des tas de trucs comme ça au dos. Alors il s'approche, et puis il retourne, bien évidemment. Et là, quand il retourne, il voit le portrait de son grand-père. Non mais attends, c'est quoi ce vendeur là ? Il est loin de chez lui, etc. Et il y a le portrait de son grand-père là, non mais c'est dingue. Alors, il regarde mieux, mais c'est lui, c'est lui tout craché. Alors, il demande au type, vous l'avez où ? Enfin, c'est incroyable, pourquoi mon grand-père se retrouve là ? Oh bah j'ai chiné ça dans un château là pas loin, mais bon, je peux pas vous en dire plus. Oh non mais, combien vous me le faites ? Alors forcément l'autre, la bonne affaire dès le matin, il lui fait un prix défiant toute concurrence en sa faveur bien entendu, et puis notre homme repart chez lui avec son cadre et le portrait de son grand-père. Et puis chez lui il regarde le cadre, etc. Et puis au lieu de l'accrocher au mur comme on aurait tous fait, ou au moins de le poser, je sais pas, sur la commode, il monte au grenier. Et au grenier, il le met dans un petit coffre. Un petit coffre dans lequel ni lui ni sa femme ne vont jamais d'habitude. Et puis voilà. Sa femme rentre, elle lui trouve un air joyeux, tout ça, mais il fait beau, elle lui dit bon c'est ça. Il lui dit quand même qu'il est allé faire un tour à la brocante, bon sans plus. Sans plus parce que le prix qu'il l'a acheté, bon sang, elle va se mettre en colère quoi. Et puis les jours passent, et puis tous les jours elle lui trouve cet air joyeux, alors quand même, enfin c'est pas lui quoi. Il est pas joyeux tous les jours, bon c'est bien. Et puis au bout de quelques jours, elle commence quand même à s'inquiéter. C'est bizarre cet air joyeux, il y a certainement quelqu'un en dessous là. Il y a un jupon, c'est pas possible, il la trompe. Alors elle observe un petit peu mieux, et puis elle voit que le soir, il va au grenier. Qu'est-ce qu'il va faire au grenier ? Non mais il range jamais rien, en plus il n'y a rien changé dans la maison. Donc un jour, elle y va pendant qu'il est pas là. Et puis au grenier, elle a beau fouiller partout, la gourgandine n'est pas là. Il l'a pas planqué ici. Il aurait plus manqué que ça quand même. Bon, puis elle regarde un peu mieux, puis elle voit le coffre. Alors elle ouvre le coffre, et puis tiens, il y a un cadre qu'elle connaît pas. Elle retourne le cadre et il a fait faire le portrait de sa grue, dis donc. Elle la voit. C'est une belle femme, plus toute jeune, mais belle, Alors, vraiment, le soir elle redescend et puis elle sait pas comment lui dire. Alors elle fait comme on fait dans les contes seulement, bien entendu. Elle va voir sa mère. Et puis les mères sont toujours des bons conseils. Et sa mère lui dit, écoute, c'est pas possible, enfin, puis il en aurait fait le portrait. Non mais vas-y, amène-moi. Alors elles vont toutes les deux au grenier, elles regardent, elles ouvrent le coffre, et puis l'épouse dit tiens, tu vois bien que c'est une belle femme. Et la mère regarde et dit mais enfin c'est une vieille toute ridée, elle a une dent sur deux, non enfin tu vas pas être jalouse de ça, non c'est pas possible. Et elle se passe l'objet comme ça, et puis elles en démordent pas, non c'est une vieille, non c'est une jeune, elle est belle, enfin. Bon le soir quand même, elle voit son mari et puis elle lui dit quoi, non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais non seulement t'as quelqu'un, et en plus non seulement tu la vois, mais tu en as fait faire le portrait. Non mais c'est dingue quand même. Mais enfin, de quoi tu parles ? Bon, viens au grenier avec moi. Il dit, mince, elle a trouvé le cadre, mais c'est le portrait de grand-papa, elle a trouvé un autre cadre ou quoi ? J'ai pas vu dans le coffre, moi. Ils montent tous les deux, et puis elle lui montre le portrait de cette belle femme, forcément, elle est dedans. Et alors lui prend l'objet, et puis il dit, mais non, tu vois bien que c'est le portrait de craché de grand-père. Et puis il se passe comme ça l'objet, 1 fois, 2 fois, 10 fois, et plaf ! Ça tombe et forcément, le miroir se brisa. Ils étaient partis pour 7 ans de bonheur ou malheur, enfin, on sait pas trop. Donc, je vais vous parler du miroir. Le miroir, c'est notre fameux reflet, qu'on voit le matin essentiellement. Matin, dans la salle de bain, on se regarde. Soit on passe seulement, on se rase. Il y en a qui, en se rasant, pensent à des choses beaucoup plus importantes sur leur vie. On se maquille, on se pommade. Et puis soit on s'admire, on se scrute ou on s'évite. Et on maugrait parce qu'on a une tête ce matin. Ouf. Mais ce reflet, c'est pas vraiment nous. Non, cette image de nous, c'est une réalité volatile et inquiétante. On y est inversé. Oui. Ce qui est à gauche se voit à droite, et ce qui est à droite sur notre visage se retrouve à gauche. Dans l'objet,
Et l'objet, pourtant, on y croit ce qu'on voit. C'est nous. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Le miroir, pourtant, lui, c'est jamais qu'un objet. Un objet matériel qui n'a rien de magique. Mais par contre, la magie, elle est dans ses propriétés, qui nous dédoublent, nous projettent face à nous-mêmes. Cette plaque de verre enduite de teint, quand on la regarde, cette plaque, on la voit plus. C'est nous qu'on voit, ou presque. Quand on le nettoie, c'est pas pour qu'il soit propre, enfin si, mais c'est pourtant pour que notre reflet soit là. C'est pour ça qu'on le fait briller. D'ailleurs, bien avant ce procédé, du verre, du teint, on se mirait dans du cristal de Venise. Ça fait rêver, hein, mais alors le reflet était complètement bizingue, je dirais, déformé. On s'est regardé aussi dans du métal, lustré, bombé, dans des pierres polies, et même dans des rivières. Oh ben Narcisse en sait quelque chose des rivières. Je vais vous relire un petit conte. Cette fois, il sera lu. C'est un conte japonais. C'est Kimiko. Kimiko, c'est le portrait en miniature de sa mère. Le même visage allongé, le même grand front, les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux noirs brillants, sous des paupières bridées. Le même long cou gracile. Et si ce n'étaient les 20 printemps qui séparent les deux visages, on les eût prises pour deux sœurs. Kimiko adorait sa mère et tentait de lui ressembler le plus possible en tout. Elles avaient toutes deux les mêmes goûts, aimaient les mêmes personnes. Or, bien sûr, il arriva que sa mère, Hiderno, tomba gravement malade. Elle sentait ses forces diminuer et la vie l'abandonner peu à peu. Elle devinait la tristesse déchirante qu'éprouverait sa fillette au départ de l'être, qui pour elle était tout son univers. Elle fait donc venir son enfant, et elle lui dit « Il se peut que je m'en aille pour le pays où nous devons tous aller un jour. Mais ne pleure pas, hein, Kimi. Tu me verras plus à tes côtés, mais je serai quand même près de toi. » Elle prend alors près d'elle une grande boîte en laque. Et puis, elle dit, en l'attendant à Kimiko, « Tu n'ouvriras pas cette boîte tant que je vivrai. Par contre, quand je ne serai plus là, tu pourras l'ouvrir, et seulement en d'importantes occasions, au moment d'une grande peine ou d'une très grande joie. Alors tu verras mon visage au fond de cette boîte, et tu sauras que je suis toujours avec toi, dans la peine comme dans le bonheur. » Bien sûr, quelque temps après, Hideno, la mère, mourut, et la pauvre fillette, écrasée de douleur, ouvrit la boîte. Et elle vit sa mère, sa maman chérie, qui pleurait avec elle. La peine de Kimiko fut un peu soulagée. Et désormais, elle ouvrit la boîte pour confier à sa mère ses plus graves peines ou ses plus grands bonheurs. À chaque fois, sa maman s'attristait ou se réjouissait avec elle. Un jour, le temps des noces arriva pour Kimiko. Comme sa mère paraissait heureuse, comme elle lui souriait tendrement au fond de la boîte en écoutant la confidence du précieux secret, c'était magnifique. Et à cet instant, Kimiko comprit que l'illusion qu'elle avait eue pendant des années, c'était un miroir. Un miroir placé au fond de la boîte qui lui renvoyait l'image de ses propres traits qu'elle prenait pour ceux de sa mère. Bon, d'autres temps, cette découverte l'aurait atterrée, mais maintenant elle n'avait plus besoin de miroir pour sentir que l'âme de sa mère était toujours présente autour d'elle, s'affligeant de ses peines et se réjouissant de son bonheur. Dans ce reflet, on n'a pourtant jamais le même regard sur nous-mêmes. On s'y trouve souvent plus beau, plus laid. On est étrangement vaniteux, illusoirement séduisant. Et cette image cantonnée au visage, on a réussi à l'agrandir pour voir tout son corps. Et il y a une autre petite histoire que j'aimerais faire, et on pourrait imaginer que si Timur-Lenk, le grand Tamerlan de cette histoire, avait vu tout son corps, elle se serait passée un peu différemment. Parce que ce jour-là, Timur-Lenk est chez le barbier. Il est chez le barbier avec, bien sûr, son bouffon philosophe Nasreddin. Nasreddin. Bon, ils sont chez le barbier, et puis Timur-Lenk, forcément bavarde avec Nasreddin de choses et d'autres. Il devine pendant que le barbier le rase, le fait beau. Enfin, le fait beau. Timur-Lenk, c'est quand même un boiteux, borgne, et d'une laideur, mais plus que repoussante. Et quand le barbier a fini, il lui présente le miroir. Et Timur-Lenk se regarde. Mais à peine il a vu son visage, juste son visage, que sa bouche commence à se mettre à l'envers. Ses yeux pépitent comme ça, et puis il éclate en sanglots.
Nasreddin, bien entendu, c'est le bouffon, il doit faire pareil. Alors il commence à se lamenter, à soupirer, à pleurer, ils sanglotent, ils gémissent tous les deux. Et ça continue pendant plus d'1 heure, ces lamentations. Puis Tirmerling quand même se reprend, et Nasreddin continue. Enfin, mais pourquoi tu continues? Mais enfin, t'es mon bouffon, tu dois faire comme moi, et puis pourquoi tu pleures, toi? Non mais c'est n'importe quoi, c'est moi qui ai des raisons d'être comme ça, tout tourneboulé, mais toi t'as aucune raison. Nasreddin le regarde et dit « Eh souverain, sauf ton respect, ton immense respect, tu t'es vu quoi? Un bref instant? Dans ce miroir? Et tu t'es lamenté, mais plus d'1 heure? Alors moi quand même, je vis à longueur de journée avec toi. Je vois ton visage tout le temps. Tu ne crois pas que j'ai un peu le droit de me lamenter plus longtemps? » Voilà, pourquoi pas. On va faire une petite pause parce que les contes, quand même, il faut qu'ils se diffusent. Je voudrais bien vous faire écouter Debussy. Ah oui, c'est une transition assez fulgurante avec La fille aux cheveux de lin. Donc La fille aux cheveux de lin par Lang Lang. Et tout ça pour rebondir sur le miroir qui est souvent représenté devant une femme et non pas l'inverse. Le miroir devant une femme, alors une fée, une sirène, et elle se coiffe, qu'elle ait les cheveux de lin ou de crin ou de ce que vous voulez, elle se coiffe, se peigne, se démêle les cheveux, longuement, patiemment, infiniment. Et selon d'antiques croyances, le miroir est une fenêtre sur l'invisible, et certains êtres plus ou moins incertains le scrutent. Le vampire ne s'y reflète pas. La reine y entend la fatale réponse. Non, non, elle n'est pas la plus parfaite, la plus pure que lui renvoie son miroir au mur. La belle peut y voir à distance depuis le château de la Bête. Et Harry Potter croise le miroir qui reflète le désir le plus profond de chacun et l'y piège. Depuis longtemps, le miroir est une sorte de passage à double sens. Les âmes des défunts pourraient s'y piéger et y rester emprisonnées pour ne ressortir qu'en force démoniaque. On continue à les voiler lorsque quelqu'un meurt dans une maison. Le miroir passe le temps et l'espace. On se le donne, on en trouve de magnifiques chez les antiquaires, des piqués à la cave ou au grenier, et même si ces traces noires du miroir piqué
obstrue le reflet de notre image, on l'expose. On l'expose en tant qu'objet, et puis on ne peut s'empêcher de s'y approcher et de se regarder à travers ces petits points noirs. À Versailles, quand la galerie des glaces a été faite au XVIIe siècle, sur les 17 fausses fenêtres, on a eu peur au début. Avant d'être attiré, on a eu peur. Ce luxe absolu était proche du vice, se voir comme ça, en plus tout déformé. On n'avait qu'un seul miroir. Jusqu'au début du XXe siècle, les miroirs chez chacun se cantonnaient à l'armoire à glace de la chambre à coucher. Sur ce compte, l'armoire à glace, elle a pris des proportions un petit peu dingues. Cet homme est très imbu de lui-même, et il fait recouvrir de miroirs tous les murs et les plafonds de sa plus belle chambre. Et souvent il s'y enferme et s'admire en détail. Une fois qu'il s'est admiré, il ressort tout ragaillardi, prêt à affronter le monde. Un matin qu'il quitte la pièce sans refermer la porte, il y a son chien qui rentre. Le chien, une fois qu'il est là-dedans, il est complètement dingue. Il grogne en voyant les autres chiens. Il renifle, il regrogne, il menace. Et évidemment, les autres chiens font de même. Ils grognent encore et ils grondent. Alors, forcément, il se rue sur eux. Il se rue de tous côtés, se cogne, retombe et le combat est épouvantable. Les batailles contre soi-même sont toujours les plus féroces. Le chien est exténué et il en meurt. L'homme arrive et voit ça et il se dit qu'il va faire murer cette chambre. Mais il y a un sage, comme souvent dans les contes, et surtout un conte qui nous vient d'Inde. Un sage qui passe et qui lui dit « Non mais laissez ouvert ce lieu, il peut vous apprendre beaucoup. » Mais comment ça ? Le monde est neutre, mais vos miroirs aussi. Mais selon que nous sommes admiratifs ou anxieux, il nous renvoie ce que nous lui donnons. Nous combattons sans cesse nos reflets. Que ces miroirs vous aident à comprendre que dans chaque être et chaque instant facile ou difficile, nous ne voyons ni les gens ni le monde, mais notre seule image. Voyez cela et alors, toute peur, tout refus vous abandonneront. C'est souvent ça d'ailleurs. Alice, quand elle est passée de l'autre côté du miroir, c'était pour tenter enfin de ne pas se voir inversée, gauche pour droite et droite pour gauche. S'évader, quoi. Le miroir aujourd'hui, il est partout. Il est surtout sur les réseaux où on se prend en photo mais on se démultiplie à l'infini. Si Eros était encore là, Eros aurait un compte Facebook. Psyché se ferait des Instagram à gogo et tout ce petit monde pourrait skyper avec Narcisse. Alors, arrêtons un petit peu ces miroirs qui nous reflètent sans réfléchir, sans jamais réfléchir. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite une bonne journée. Vous verrez plus un miroir pareil.